Première activité, sélectionnons Car Driving. Il n'est pas nécessaire d'allumer la pile à hydrogène, donc nous pouvons garder le réglage actuel de la voiture où la pile est pour l'instant éteinte. Voilà l'écran. Cette activité est très simple à prendre en main. Vous devez vous saisir de la télécommande, dont vous vous êtes préalablement assuré qu'elle est correctement chargée. Vous allumez la télécommande. Attention, il est très important de vérifier que les roues soient bien parallèles avant de démarrer la voiture et surtout de ne pas toucher à la commande de direction durant la course de la voiture sur le banc. Et nous pouvons maintenant démarrer l'activité. Vous pouvez démarrer l'activité directement avec la télécommande sans faire d'acquisition. Bien entendu, ce qui est intéressant, c'est d'effectuer l'acquisition des informations. Vous devez pour ça appuyer sur Measurement, lancer votre voiture, modifier la vitesse comme vous le souhaitez, et à la fin, appuyez sur Stop, et vous avez en temps quasi réel l'affichage des tracés des différentes valeurs les plus importantes dans cette situation. Vous pouvez sélectionner n'importe laquelle de ces courbes et zoomer à l'intérieur de la courbe en appuyant sur le petit icône placé en bas à gauche du repère. Ouvrons la courbe montrant la vitesse de la voiture. Cette vitesse est indiquée en mètres par seconde. Vous voyez ici un résumé donc, de l'évolution de la vitesse, démarrage à partir de 0 très brutal, une montée rapide jusqu'à une vitesse de 7,39 mètres par seconde, ralentissement, réaccélération, ralentissement, réaccélération, coupure de l'accélération et stabilisation de la vitesse à 0 en fin d'exercice. La distance n'est que le cumul de la vitesse, donc nous passerons dessus. Très intéressant est de voir l'évolution du courant, qui est une image, en fait, comme vous le savez, de l'accélération. Donc on voit bien le démarrage brutal de la voiture qui conduit à une consommation crête de près de 22 ampères et ensuite un pic de consommation à chaque réaccélération. Vous pouvez donc parcourir la courbe. Vous pouvez dilater les courbes et vous pouvez, après dilatation, vous déplacer sur l'axe grâce aux curseurs qui sont ici. Appuyez sur la croix, réinitialise le zoom à 1. La tension d'accumulateur est aussi indiquée. Elle a peu d'intérêt pour l'instant. Courbe très intéressante, c'est la dernière. Cette courbe-là qui cumule en fait, ce diagramme cumule en fait 3 courbes. La première courbe qui est dans un bleu-vert, je dirais, vous indique la puissance en watts qui est fournie par la batterie. Vous voyez que lors du démarrage, au pic d'accélération, du fait de l'inertie du véhicule simulée par les roues métalliques, nous avons une consommation sur la batterie de 134 watts. La puissance exercée à ce moment-là sur les roues est aussi maximale et de l'ordre de 56 watts. Et à la fin de l'exercice, à la fin de la course, nous avons une consommation totale cumulée de 450 joules.
C'est la dernière courbe en vert. Vous voyez la différence entre la consommation dans l'accumulateur et la puissance mécanique fournie à la sortie du système, le rapport entre les deux pouvant vous conduire à la détermination du rendement global du système. Si vous souhaitez sauvegarder la courbe, vous appuyez sur Save. Le numéro de la sauvegarde vous est indiqué. Mais attention, cette sauvegarde n'est pas encore accessible tant que vous n'aurez pas rafraîchi la page. Pour l'instant, elle est affichée, donc ce n'est pas nécessaire de la réafficher. Même si vous voyez ici un subset des paramètres qui sont mesurés par le système d'acquisition, sachez que de toute façon, dans le fichier sauvegardé, tous les paramètres sont acquis, même s'ils ne sont pas affichés dans l'écran. Donc de toute façon, pour une post-interprétation avec Excel, vous avez accès à l'ensemble des paramètres disponibles dans le système à tout moment. Vous pouvez ici générer un fichier au format Excel qui vous permettra ensuite, en dehors du système, de faire tout type de traitement que vous souhaitez. Comme vous pouvez voir, les paramètres sont déjà calculés pour apparaître en clair dans les unités normalisées. Nous venons de rafraîchir la page, donc nous voyons maintenant apparaître notre sauvegarde Data03. Si nous voulons réafficher cette course, il suffit de sélectionner ce fichier et de demander son affichage et les traces réapparaissent et peuvent être à nouveau analysées grâce aux fonctions de zoom qui sont disponibles. Voilà. Effectuons maintenant une deuxième course en utilisant le système de freinage qui va permettre de mettre un effort sur la voiture qui simulera par exemple la montée d'une côte. Allumage de la télécommande, démarrage des mesures. Interprétons rapidement les mesures obtenues. Nous avons tout d'abord démarré brutalement la voiture. Nous retrouvons notre pic de courant avec une accélération brutale et notre pic de courant aux alentours des 22 ampères. Puis la vitesse s'est stabilisée. La vitesse est stabilisée à un niveau d'à peu près 7,46 mètres par seconde, qui est la vitesse maximum du système. À un certain moment, nous avons actionné le frein qui a introduit un effort sur la voiture, qui a freiné sa course. La vitesse à ce moment-là a décru jusqu'à 4,83 mètres par seconde. Donc nous sommes passés de 7,47 à 4,83. À peu près au bout de 10 secondes de course, puis nous avons relâché le freinage graduellement, la vitesse a remonté, puis nous avons arrêté d'accélérer avec la radiocommande. Donc, voici la courbe de courant. L'interprétation maintenant sur les courbes de puissance, démarrage brutal, toujours plus de 130 watts absorbés sur la batterie, une puissance développée sur les roues à peu près 50 à 53 watts, une puissance qui décroît au fur et à mesure que la vitesse décroît, se stabilise. À partir du moment où on a commencé à
appliquer un effort sur les roues de la voiture, on voit que la demande de puissance sur la batterie s'est mise à croître à nouveau, en même temps qu'évidemment la puissance fournie aux roues. Nous sommes passés de 15 watts, qui correspond à la voiture roulant sur un terrain plat, à 54 watts pour la voiture grimpant une côte relativement raide. À la fin, cette course nous a fait consommer une énergie totale de 964-965 joules. Voilà. Vous pourrez donc, grâce au système de freinage, appliquer un effort sur l'avancée de la voiture et voir son effet sur les différentes composantes de la consommation d'énergie. Enfin, durant la course, vous voyez un tachymètre, vous affichez la vitesse instantanée. Lorsque vous êtes en langue anglaise, ce tachymètre vous donne la vitesse en miles per hour. Lorsque vous êtes en langue française, il vous donnera l'information en kilomètres heure. Voilà pour le premier écran. Prochain écran utilisant uniquement l'électricité, le power bench, le banc de puissance. Ce banc de puissance représente les fonctions qui sont disponibles sur les bancs de puissance à l'échelle 1 pour tester des moteurs sur des véhicules à l'échelle 1. Donc, ce test est très simple à actionner puisqu'il est entièrement automatique. Il suffit pour cela d'appuyer sur Measurement. À la fin du test, qui est elle aussi automatique, vous pouvez maintenant passer à l'exploitation. Le stimulé est très simple. Il s'agit de démarrer la voiture à la vitesse, avec la consigne de vitesse maximale et de maintenir cette consigne jusqu'à la fin du test. On voit bien la réponse de la voiture, qui est une accélération brutale de la vitesse à partir de l'instant zéro, avec une stabilisation graduelle à la vitesse maximale, qui est de l'ordre de 7,5 mètres par seconde. La distance n'est que le cumul de la vitesse. Passons. Le profil de courant, toujours le même. Un pic très intense de consommation lors de l'accélération la plus forte, de l'ordre d'une vingtaine d'ampères. Et ensuite, une descente graduelle de cette consommation au fur et à mesure que la vitesse s'accroît de plus en plus lentement. La tension d'accumulateur, relativement stable, sauf lors du pic de courant où, inévitablement, cette tension a baissé. Les deux dernières courbes sont particulièrement intéressantes. La première vous fournit une indication des trois grandeurs de puissance clés. La puissance délivrée par la batterie, la puissance délivrée aux roues, et enfin une grandeur qui est le cumul de l'énergie délivrée par la batterie jusqu'à l'instant de la mesure. Donc, on voit ici un pic de puissance toujours aux alentours de 135 watts, un pic de puissance sur les roues de l'ordre de 54 watts, et une consommation énergétique qui croît régulièrement pour s'arrêter à 357 joules à la fin de la course de la voiture. On retrouve bien entendu les valeurs pic des autres mesures sans freinage. La dernière courbe, enfin, vous permet vraiment de comparer une chaîne de motricité électrique avec, par exemple, une chaîne de motricité thermique.
ce sont les courbes que l'on obtient sur les bancs de puissance des automobiles. La première courbe en bleu vous indique le couple à la roue en newton-mètre, mais non plus en fonction du temps, mais comme vous pouvez le voir, l'axe vertical maintenant est gradué en fonction de la vitesse. Comme il est reconnu, une transmission électrique vous permet d'obtenir un couple maximum dès la vitesse nulle et maintient ce couple très longtemps jusqu'à la puissance maximale. Évidemment, après, si la vitesse continue à accélérer, la puissance diminuant, on va avoir un couple qui finira par diminuer. La deuxième courbe va vous donner la puissance sur les roues. On voit qu'elle passe par un maximum peu après que le couple ait commencé à descendre. Enfin, la troisième couple va vous donner le rendement global du système. Il ne s'agit pas simplement du rendement du moteur, mais il s'agit bien du rendement complet de la voiture depuis la consommation électrique dans la batterie jusqu'à la puissance mécanique délivrée sur le poussoir, c'est-à-dire tenant compte de toutes les pertes à la fois électriques, mécaniques et de la liaison pneu-sol. Donc écrasement des pneus par exemple et tous les autres frottements. On voit que cette efficacité talonne aux alentours d'une 50% pour la totalité du système et que le rendement maximum est plutôt atteint vers des vitesses élevées après le maximum de puissance, ce qui est classique dans les systèmes moteurs. Ce qui est vraiment caractéristique ici, c'est que l'on peut clairement démontrer la présence d'un couple dès la vitesse faible, dès la vitesse 0, grâce à une motricité électrique. Voilà les premières exploitations que l'on peut faire de cette activité. Encore une fois, vous pouvez sauvegarder la courbe en appuyant sur Save, la réafficher, et si vous souhaitez voir l'ensemble des données acquises, et ensuite les sauvegarder en appuyant sur cette icône sous format Excel pour un traitement a posteriori afin de tracer les courbes que vous souhaitez. Passons maintenant sur l'activité d'étude des régulateurs de vitesse. Sélectionnez le menu Speed Regulator. Vous voyez ici apparaître sur la gauche de l'écran, premièrement, un affichage qui vous indique la consigne en cours, deux flèches qui vous permettent d'accroître ou de décroître cette consigne, une lettre ici qui vous indique si vous êtes en mode régulateur, cruise, ou si vous êtes en mode limiteur, il suffit d'appuyer sur le bouton que vous souhaitez, et on voit à ce moment-là apparaître un L qui vous indique que vous êtes en mode limiteur, régulateur et limiteur. Commençons par le mode régulateur. Mettons une consigne à 3 mètres par seconde, par exemple. Démarrons le véhicule. La vitesse augmente jusqu'à 3 mètres par seconde. Vous pouvez appliquer une force de freinage. Vous voyez que la vitesse de 3 mètres par seconde est finalement récupérée. Vous libérez le frein. Après un léger overshoot, vous retrouvez votre consigne de vitesse que vous pourrez augmenter. Ou que vous pouvez diminuer. Nous sommes arrivés à la fin du test. Tous les tests ont une consigne qui limite leur durée à 30 secondes. Donc voilà, par exemple, un premier run.
Comme vous l'avez vu, nous avons aussi la vitesse en temps réel en miles per hour. Donc attention, ce n'est pas la même unité que cette courbe qui est en mètres par seconde, mais évidemment, les indications sont cohérentes. De même que vous pouvez donc accéder au courant consommé, à la tension de la batterie et aux différentes énergies mises en jeu, celles consommées, celles fournies sur les mécaniques de la voiture et le bilan complet énergétique de votre essai. Toujours pareil, mémorisation du fichier par le bouton Save. Après rafraîchissement de la page, vous pouvez afficher les courbes à nouveau en rappelant, en sélectionnant le fichier et en le rappelant à l'affichage. Vous pouvez afficher les données brutes et les sauvegarder. Passons maintenant en mode limiteur. Le mode limiteur, pour cela, évidemment, vous avez besoin de la radiocommande. Vous déclenchez la mesure. Vous appuyez à fond sur la radiocommande, mais vous voyez que la vitesse ne peut pas aller au-delà de 4 mètres par seconde. Si vous augmentez la consigne, la vitesse augmente si vous appuyez suffisamment sur l'accélérateur de la radiocommande. Vous pouvez diminuer la consigne. Et de même, appliquer un effort sur la vitesse. Si le moteur possède assez de ressources de puissance, il maintiendra la vitesse. Si par contre le moteur est déjà à sa limite de puissance, le moteur ne pourra pas récupérer la vitesse limite car nous ne sommes pas en mode régulateur, mais nous sommes simplement en mode limiteur. Dernier atelier ne nécessitant pas spécifiquement l'utilisation de l'hydrogène est l'étude des systèmes bouclés. Voici comment se présente votre atelier. Grâce au curseur en haut à gauche, vous pouvez régler une consigne de vitesse, par exemple à peu près 5 mètres par seconde. Commençons par une architecture en boucle ouverte. Lançons une mesure. Une fois la vitesse stabilisée, appliquons une perturbation. Maximum, intermédiaire et nul. Arrêtons le test. Nous voyons que comme le système est en boucle ouverte, dès que l'on applique un effort, eh bien, la vitesse se réduit. Si vous n'avez pas sélectionné les bonnes données pour l'affichage, aucun problème. Vous pouvez très bien changer d'affichage. Par exemple, gardons la consigne, gardons la vitesse réelle, la distance nous importe peu, la tension nous importe peu au niveau de l'accumulateur. Ce qui nous intéresse plutôt, c'est les courants et les puissances. Donc, regardons par exemple la puissance aux roues, toujours intéressant. Comparons-la à la puissance de l'accumulateur. Mais surtout, affichons la poussée de la voiture. Ici, nous avons commencé à appliquer l'effort et on voit que c'est à ce moment-là, évidemment, que la vitesse a commencé à baisser. Nous avons modulé l'effort, valeur
valeur max ici. Nous avons appliqué à peu près une force de 10 newtons, 11 newtons de poussée, 10,8. Donc la voiture a délivré une poussée de 11 newtons à une vitesse de 2,34 mètres par seconde. Ensuite, nous avons relâché le freinage de manière à diminuer la force. Nous sommes passés à 5,8 newtons. À ce moment-là, la vitesse est remontée à 3,7 mètres par seconde. Et enfin, nous avons relâché l'effort. Et la voiture a continué d'accélérer. Et nous sommes arrivés jusqu'à 5,48 mètres par seconde. Donc, nous sommes en boucle ouverte. Dès qu'il y a application d'un effort, évidemment, la vitesse se réduit. Dès que nous relâchons l'effort, la vitesse augmente. De façon à pouvoir stabiliser cette vitesse, nous allons intégrer le contrôle de vitesse dans une boucle, appuyer à ce moment-là sur Close Loop, et vous passez en boucle fermée. Vous avez donc maintenant un système de régulation de vitesse à boucle fermée, incorporant deux correcteurs, un correcteur de type proportionnel, dont le coefficient Kp peut être réglé dans cette boîte de dialogue, et un correcteur de type intégral, dont le coefficient Ki, la constante de temps Ki, peut être réglé dans cette boîte de réglage grâce à ces flèches. Commençons par un système purement proportionnel, mettons Ki à 0, réglons Kp à une valeur moyenne aux alentours de 10. Nous allons introduire un gain dans le correcteur intégral. Ici, je le règle à 10, qui est une valeur à peu près moyenne. Et voyons maintenant le comportement du système complet avec une boucle fermée incluant un correcteur proportionnel et un correcteur intégral. Vitesse stabilisée, freinage maximum, freinage intermédiaire, freinage nul. Arrêtons la séquence. Sauvegardons ces datas particulièrement intéressantes. Et maintenant, passons à l'interprétation. Nous retrouvons ici notre profil à la fois de vitesse et d'effort. Effort nul, juste la poussée de voiture sur une route horizontale. Donc, juste les freinages. Nous avons une perte due au frottement, mais la vitesse se stabilise à la consigne 4,2 mètres par seconde. Nous appliquons un effort maximum de 10 newtons, 10-11 newtons. Après une légère décroissance, la vitesse, petit à petit, se restabilise jusqu'à la valeur de consigne. Nous relâchons l'effort, un léger overshoot, et ensuite un retour à la valeur de consigne. Nous relâchons complètement l'effort, un léger overshoot à nouveau, et un retour à la valeur de consigne. Ici, grâce à l'introduction du correcteur intégral, nous vérifions bien qu'un correcteur intégral vous permet d'annuler l'erreur à moyen terme et à long terme d'un système asservi. Voilà. Vous pouvez changer les affichages, comme toujours, sélectionner vos courbes et de toute façon faire tous les post-traitements que vous le souhaitez à partir de l'acquisition brute qui a été réalisée de l'ensemble des paramètres du système que vous pouvez transférer sous forme de fichier Excel. Nous avons maintenant terminé tous les ateliers qui ne nécessitent pas l'utilisation de l'hydrogène. Maintenant, nous allons passer en revue les différents ateliers qui mettent en œuvre le système hybride
de génération d'électricité à base de la pile à combustible de votre F4. Utilisons maintenant la première activité mettant en œuvre la pile à hydrogène. All Measurements. Comme son nom l'indique, cette activité est très générique en fait. Elle va vous permettre de lancer des scénarios et de faire les relevés que vous souhaitez pour ensuite faire les interprétations et les traitements que vous souhaitez. Première étape, vous choisissez votre consigne de vitesse. Il n'y a pas de régulation de vitesse, donc nous sommes en boucle ouverte. Deuxième étape, nous allons lancer le véhicule. Et troisième étape, nous pourrons réaliser toutes les intensités de freinage que nous souhaitons et regarder en fait l'effet donc sur les différents paramètres de fonctionnement de la voiture. Mais cette fois-ci en incluant la pile à hydrogène. Démarrons le véhicule. La vitesse se stabilise sur la consigne. Appliquons un effort. Comme il n'y a pas de régulation, la vitesse baisse. Relâchons partiellement l'effort. Et libérons totalement l'effort. Cette fois-ci, nous avons deux énergies. Une première chose est que vous pouvez voir ici de manière qualitative, mais avec une certaine précision tout de même, la contribution de chacune des deux sources, la pile en bleu, l'accumulateur en vert, sur la puissance délivrée par le véhicule et, in fine, la puissance délivrée aux roues, tenant compte du rendement global. Comme vous le voyez ici, dans notre course, nous avons eu un profil d'utilisation qui a fait que la batterie a fourni beaucoup plus de puissance que la pile à hydrogène. Comprenons pourquoi. Nous avons tout démarré brutalement la voiture et à ce moment-là, nous savons que durant ce type de démarrage, la pile à hydrogène ne peut pas fournir d'énergie. Si vous vous apercevez que vous n'avez pas les bonnes informations sur l'affichage, aucun problème. Comme nous l'avons déjà vu, vous pouvez changer les informations affichées, par exemple, afficher les informations de la pile à hydrogène, retirer la distance, afficher aussi par exemple la force de freinage qui peut être intéressante et à nouveau zoomer à l'intérieur de cette nouvelle courbe. Si vous trouvez qu'il y a trop de courbes et que la courbe est illisible, vous pouvez à ce moment-là retirer des informations, comme par exemple la tension d'accumulateur, qui est peu informative à ce stade, et réafficher et réentrer à l'intérieur de la courbe. Donc nous voyons que nous avons accéléré brutalement. À ce moment-là, la consommation de courant a subi un pic que nous connaissons bien, de 9 ampères. En effet, la vitesse n'était pas la vitesse maximale, mais la consigne était inférieure, donc l'intensité maximum est inférieure. Ça correspond aussi à un pic de puissance essentiellement délivré par l'accumulateur, puisqu'à ce moment-là, comme vous pouvez le voir, l'accumulateur délivrait 67-68 watts, alors que la pile ne délivrait que 13 watts. Ensuite, la vitesse est arrivée à se stabiliser. La consommation énergétique était plus faible. Elle s'est stabilisée aux alentours de 22 watts. Et nous avons pu voir que nous tirions 22 watts à partir de l'accumulateur
et seulement 9 watts à partir de la pile. Le courant de pile se stabilisait à 1 ampère. Puis nous avons appliqué une force de freinage qui a nécessité un courant supplémentaire qui a légèrement augmenté. Le courant de pile a légèrement augmenté jusqu'à 1 ampère 5. Mais de toute façon, comme on l'a vu, à tout moment, le courant, la puissance fournie par la pile est inférieure à la puissance fournie par l'accumulateur, quel que soit l'état de fonctionnement. C'est pour ça qu'à la fin, nous avons vu que le bilan était en défaveur de la pile à hydrogène et que la majorité partie de l'énergie de la course a été fournie par la batterie. Donc nous avons vidé la batterie de manière importante. Faisons un autre type de profil, par exemple un profil très simple. Réglons toujours aux alentours de 4 mètres par seconde. Ou plutôt, partons de zéro, lançons la mesure, ajustons à 4 mètres par seconde, et arrêtons le test. Vous pouvez voir ici que nous avons évidemment une vitesse extrêmement stable, des conditions très favorables, et vous pouvez voir ici que le bilan entre l'accumulateur et la pile est beaucoup plus équilibré. Si nous zoomons sur les courbes, on peut observer que durant la phase de vitesse stabilisée, par exemple, donc on peut dire que nous sommes sur une route horizontale à vitesse stabilisée, la puissance totale est la somme des 12 watts délivrés par la pile à hydrogène et des 23 watts délivrés par l'accumulateur. On peut aussi traduire par 3 ampères délivrés par l'accumulateur et 1 ampère 3 délivré par la pile à hydrogène. La pile à hydrogène continue à délivrer plus, mais le bilan est quand même beaucoup plus équilibré lorsqu'on a une conduite beaucoup plus stabilisée. Les autres courbes sont identiques à ce que l'on connaît, pic de courant durant l'accélération, et puis réduction de courant jusqu'à une valeur stabilisée quand la vitesse et les conditions extérieures sont aussi stabilisées. Nous pouvons ainsi tester différents profils à la main de vitesse et voir les différences de contribution. Vous pouvez afficher, comme on l'a vu, d'autres indications sans avoir sélectionné ces indications durant l'enregistrement de la courbe, car toutes les informations sont enregistrées de facto, qu'elles soient sélectionnées pour l'affichage ou pas. Le deuxième atelier va permettre de se focaliser sur les transferts énergétiques. Même principe, vous pointez une vitesse de consigne, vous lancez la mesure, vous appliquez l'effort que vous souhaitez, on retrouve les profils que nous connaissons avec une puissance d'accumulateur en vert qui possède un pic lors de l'accélération maximale au démarrage, puis qui décroît et se stabilise vers à peu près 26-27 watts durant la course de la voiture sur route horizontale. Nous appliquons un effort de freinage. Cet effort de freinage
nous amène à une augmentation de la puissance absorbée. Le mix power, c'est-à-dire la puissance totale fournie au moteur, est de 47 watts à peu près, avec un mixte entre la H-cell et l'accumulateur. Nous avons 36,6 watts venant de l'accumulateur et 14 watts venant de la H-cell. Lorsque nous avons stoppé la voiture, on s'aperçoit qu'il y a inversion de la puissance délivrée par la batterie. Ça veut dire que la batterie se recharge. Elle se recharge grâce à quoi? Eh bien, comme il n'y a plus de consommation d'énergie à cause du moteur, puisque la voiture est arrêtée, vous voyez ici que c'est la pile à combustible qui fournit la puissance pour la batterie. La pile fournit 11,8 watts et la batterie reçoit 7,7 watts, disons 7,8 watts. On a donc une perte de 4 watts et par contre, nous avons donc 7,7 watts de recharge de batterie durant toute la phase pendant laquelle le véhicule est immobile et la pile à combustible fonctionnelle. Donc évidemment, ces phases-là permettent de recharger la batterie et améliorent le mix global entre l'énergie fournie par la batterie et l'énergie fournie par la pile à hydrogène. Dernière information, vous pouvez voir aussi l'efficacité globale du système qui est tombée aux alentours de 38%. On a vu que seul en électrique, donc avec une chaîne énergétique très simple, le rendement peut monter jusqu'à 50% globalement entre la puissance électrique absorbée et la puissance mécanique délivrée sur la route. Là, nous avons une chaîne énergétique beaucoup plus complexe et nous avons une efficacité plus faible, sachant que, évidemment, on pourrait dire que l'efficacité au sens de cette définition dans le système est négative quand la voiture est arrêtée, puisqu'en fait, il y a une consommation d'énergie et il n'y a pas d'énergie mécanique délivrée. Mais en fait, c'est faux. Elle n'est pas, bien entendu, le rendement n'est pas négatif, car à ce moment-là, la vraie puissance de sortie, c'est la charge de la batterie, qui n'est pas la définition choisie pour définir le rendement dans ce système. Voilà, vous pouvez donc effectuer l'ensemble des mesures énergétiques et comparer le mix en fonction du profil à la fois de vitesse et du profil de niveau de freinage de votre véhicule. Passons à l'atelier suivant. L'atelier suivant s'appelle Speed Profile, est particulièrement intéressant pour pouvoir comparer en fait les mix énergétiques. Donc on va surtout s'intéresser ici au mix énergétique. Donc on va afficher essentiellement la puissance de l'accumulateur, la puissance de la H-cell et la puissance fournie. On pourra aussi, par exemple, regarder l'évolution du rendement, par exemple, mais du rendement mécanique. Donc, pour l'instant, laissons tomber le rendement, ça va compliquer les cours, mais observons ces grandeurs. Pour fabriquer un profil, vous avez deux manières de fabriquer un profil. Vous pouvez soit saisir de manière interactive le profil dans la fenêtre qui vous est proposée. La syntaxe est très simple. Un premier chiffre entier qui vous permet d'indiquer l'instant à laquelle vous appliquez la consigne de vitesse. Ici, 0 veut dire que dès le démarrage, nous appliquons une consigne de vitesse, point virgule, la consigne de vitesse qui est de 0, dont la voiture commence à l'arrêt.
Puis, à l'instant 0,5, attention, il faut mettre un point à la place de la virgule, notation anglo-saxonne, point virgule et sans espace, mettre la consigne. Donc nous allons monter à 1 mètre par seconde. Ensuite, au bout d'une seconde, donc 0,5 secondes plus tard, nous allons monter à une consigne de 2 mètres par seconde. Enfin, une seconde plus tard, c'est-à-dire à la deuxième seconde, nous allons refaire tomber la vitesse à 0. Voilà, et nous pouvons comme ça inscrire et décrire le profil aussi complexe que vous le souhaitez, de manière complètement interactive dans cette fenêtre. Maintenant, vous devez valider ce profil en appuyant sur le bouton Validate Profile. Le profil ici s'affiche et vous pouvez donc le vérifier. Et vous pouvez le réaliser en appuyant sur Measurement. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Le profil n'a pas démarré, en fait, est resté bloqué. Pourquoi? Parce que la vitesse étant très faible, en fait, le véhicule est resté bloqué. Si maintenant nous imposons une consigne de vitesse plus importante, par exemple, si nous imposons une consigne de vitesse de l'ordre de 2 mètres par seconde, donc réalisons maintenant ce profil suivant. Démarrage à 0. Au bout de 0,5 secondes, par exemple, 0,5, appliquons une vitesse de 3 mètres par seconde. Laissons la vitesse se stabiliser pendant au moins 2 secondes, 2 secondes et demie. Donc, à 3 secondes, appliquons une vitesse de 5 mètres par seconde. Laissons la vitesse se stabiliser, par exemple, pendant 3 secondes, ça veut dire au bout de 6 secondes. Réduisons la vitesse à 2 mètres par seconde, puis, enfin, à la 8e seconde, passons la vitesse à 0. Validons ce profil. Démarrage à vitesse nulle. Au bout de 0,5 secondes, premier niveau à 3 mètres par seconde. À 3 secondes, passage à 5 mètres par seconde. À 6 secondes, réduction à 2. Puis à 8 secondes, réduction à 0. Nous allons valider le profil. Exécutons ce profil. Le profil a été exécuté exactement comme vous le souhaitiez. Les mesures ont été réalisées. Vous pouvez afficher, par exemple, la comparaison de la fourniture d'énergie entre la pile à hydrogène et l'accumulateur électrique. On passe à l'affichage. Nous voyons le profil de vitesse, qui évidemment est le profil réel. Comme il n'y a pas de régulation dans ce mode-là, eh bien, le profil de vitesse est toujours en retard par rapport à la consigne, mais il suit globalement la demande. Si vous voulez que la vitesse réelle suive de plus près la consigne, il faut augmenter les durées de stabilisation de chacun des niveaux de vitesse. Vous voyez ici, à tout moment, les contributions relatives des deux sources d'énergie. Par exemple, durant la phase avec la vitesse la plus élevée, aux alentours de 5 mètres par seconde, nous voyons que la fourniture d'énergie se décompose en 15 watts fournis par la pile HCl et l'accumulateur fournissant, lui, 32 watts. Et ensuite, on voit bien que lorsque la voiture est en roue libre, c'est-à-dire que la vitesse de rotation de l'inertie est supérieure à la vitesse de la consigne, la vitesse de la voiture supérieure à la vitesse de la consigne, eh bien,
l'énergie même devient négative et l'énergie fournie par la pile, qui ne s'annule pas, loin de là, sert à recharger la batterie durant cette phase-là. Voilà. L'intérêt de cette consigne, notamment, c'est que vous allez pouvoir appliquer plus ou moins d'efforts durant la course et vous pourrez obtenir des courbes complètement comparables puisque vous êtes certain que la consigne est toujours rigoureusement la même. Premier intérêt. Deuxième intérêt, vous pouvez aussi de manière beaucoup plus précise et de manière aussi à pouvoir les sauvegarder, fabriquer un profil sous Excel. Dans ce cas-là, vous devez opérer de la manière suivante. Une fois que vous avez ouvert un fichier Excel, de même, vous inscrivez votre profil sur les 2 premières colonnes. Toujours commencer par la première ligne avec une consigne temporelle égale à 0. Ça indique le démarrage de votre profil au temps 0. Considérons par exemple un premier profil relativement smooth, je dirais, qui va démarrer tranquillement. On va passer à l'instant 0, on va démarrer à la vitesse 1, puis au bout de 0,5 secondes, donc ne pas oublier de mettre des points à la place des virgules, on va passer à la vitesse 2. Au bout de 0,3 secondes, on va passer à la vitesse 3. Et enfin, au bout de 0,4 secondes, on va passer à la vitesse 4. Nous allons garder la vitesse 4 jusqu'au temps 10 secondes. Et au temps 10 secondes, nous allons annuler la vitesse. Et c'est la fin du scénario. Testons ce premier scénario. Après avoir enregistré le fichier sous forme Excel, vous devez le sauver sous forme d'un fichier de type CSV. Vous rouvrez donc la page Speed Profile du F4 et vous appuyez sur le bouton Browse pour charger le fichier de profil que vous venez de créer. Vous validez le chargement en appuyant, après sélection, en appuyant sur Load Profile. Et ensuite, ne pas oublier d'appuyer sur Validate Profile pour retrouver le même process que lorsque vous saisissez le profil. Primo, vous voyez votre profil s'afficher dans la fenêtre. Et ensuite, pour le voir s'afficher dans le graphe, vous devez le valider. Et voici votre profil. On va l'exécuter. Et on va chercher à savoir quelle distance, en combien de temps, et puis aussi de comparer les énergies absorbées. Donc globalement, nous avons un profil qui, en 10 secondes, a fini par parcourir 40 mètres. Donc nous avons à peu près 3 mètres par seconde de vitesse moyenne. Et au niveau consommation, on va profiter du fait que les données, même si elles n'ont pas été affichées, sont mémorisées. Nous n'allons pas afficher le power, mais nous allons afficher l'énergie totale consommée de chaque côté. Vous sélectionnez donc les bonnes données, vous allez à la fin du run, et vous pouvez voir que avec ce profil de vitesse qui peut être qualifié d'extrêmement pépère,
montée graduelle de la vitesse, stabilisation à une vitesse constante, et puis arrivée à destination. Nous avons globalement absorbé 242 joules sur l'accumulateur et 132 joules sur la pile HL. Pour un profil qui nous a permis de faire 40 mètres en 10 secondes.